représente le groupe Aesio, leader en assurance de la personne, qui est le rapprochement de 3 mutuelles. Nous sommes présents sur ce congrès en tant qu'acteurs mutualistes et sommes partenaires du syndicat ECF depuis plusieurs années maintenant. On est ravis de vous présenter aujourd'hui ce webinaire avec pour sujet la protection des données personnelles. Pour information, celui-ci est filmé et sera disponible 24 heures sur 24 sur notre stand Aesio. À présent, je vais laisser la parole à Laura Bourrasso et Zineb Bouakache. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat, elles y répondront en fin de présentation. Bonjour à tous, bonjour Maud, merci beaucoup. Merci aussi au groupe Aesio de nous permettre d'intervenir aujourd'hui devant vous et de parler d'un sujet qui a son importance mais qui peut être un petit peu rude au début, qui est la protection des données personnelles. Ce que je vous propose, comme disait Maud, c'est de poser les questions à la fin de ce petit point. On va essayer de brosser un portrait le plus complet possible tout en restant relativement succinct vu le temps que nous avons ensemble pour que vous puissiez commencer à comprendre les enjeux de ce sujet-là et qu'à la suite on puisse échanger peut-être plus avant sur les notions qu'on va évoquer. La première notion justement à connaître et à évoquer, c'est la notion de données personnelles. Comprendre la protection des données personnelles sans comprendre ce qu'est une donnée personnelle, c'est un défi, concrètement. Donc, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? On pense très rapidement au nom et au prénom, c'est ce qu'on a de très personnel évidemment, et ça nous identifie de manière directe. Mais on a aussi des données personnelles qui nous identifient de manière indirecte, comme un numéro de téléphone, un matricule, un code professionnel qu'on peut avoir en entreprise. Et Laura, aussi... est-ce que tu peux avancer la slide, s'il te plaît? On la voit. Bon, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, décidément, je pense que c'est pour me faire vivre les aléas du direct. Vous voyez mieux là. Donc, on n'aura pas un grand écran. Je suis navrée. Ça ne fonctionne pas. Donc, la troisième catégorie de données personnelles qui existe sont les données personnelles qui sont issues de l'activité des personnes. On pense très vite à la navigation sur un site internet où on va pouvoir avoir des adresses IP ou des logs de connexion, ou même en interne dans les entreprises, on a des logs de connexion. C'est une donnée personnelle. La géolocalisation, de la même manière, c'est une donnée personnelle issue de votre activité. Dans les données personnelles, il y a les données que je viens d'évoquer qui sont classiques et qui sont traitées au quotidien par les entreprises, à la fois pour gérer la masse salariale, pour gérer leurs clients, pour les comprendre, les connaître. Ce sont des données d'identification, des données professionnelles, par exemple pour les CV lorsque vous allez postuler pour un autre poste, les données économiques lorsque vous faites un achat sur Internet. Mais vous avez un autre type de données qui, celles-ci, ne sont pas collectées de manière courante et d'ailleurs ne sont pas autorisées à être collectées hormis certaines conditions très précises qui sont inscrites dans la loi et une base légale, on évoquera la base légale plus tard, mais qui vous permet de les collecter. Ce sont les données personnelles dites sensibles, des données qui sont qualifiées de sensibles parce que tout simplement, le fait de les traiter, ou peut-être en cas de faille, si ces données-là venaient à être publiques, la personne en question pourrait être mise face à des situations de discrimination, de détresse psychologique. On pense par exemple à des données de santé, avec si le problème de handicap, par exemple, qui ne se verrait pas serait public, la personne pourrait être face à de la discrimination dans sa vie professionnelle ou personnelle. Et donc, ces données-là sont très encadrées. La loi prévoit qu'on puisse traiter des données de santé, par exemple, dans le cadre d'un suivi médical, ça paraît logique, mais également, par exemple, lorsque la vie de la personne est engagée, lorsque son pronostic vital est engagé, on peut traiter ces données-là. On peut également les traiter lorsque la personne donne son consentement et d'accord pour qu'elles soient collectées et traitées. En dehors de ces situations très précises, c'est interdit. Et bien sûr, lorsque c'est autorisé, la protection de ces données-là est accrue. Autant les données personnelles classiques sont aussi à protéger et tombent sous le coup du RGPD, ces données-là, on est vraiment sur un niveau de sécurisation maximale et une conservation la plus courte possible. Je parle beaucoup de traitement de données, de traiter les données. On envisage rapidement et assez instinctivement qu'un traitement de données, ça peut être collecter des données pour faire une liste de mails, pour envoyer des newsletters, pour faire des études sur sa base client, etc., ou pour gérer ses salariés, les contrats des salariés. En revanche, on voit un petit peu moins la connotation très large que peut avoir l'idée de traitement, qui peut aller jusqu'à juste consulter une donnée. Le simple fait de la consulter, le simple fait de la stocker quelque part, même si on n'en fait rien derrière, ça reste un traitement. Et ça montre à quel point, justement, l'implication de la protection des données pour les entreprises est vraiment très large et le public concerné est très large. Concrètement, c'est difficile d'échapper à la protection des données et au RGPD. Dernier petit point sur ce sujet, on précise bien qu'il s'agit des personnes physiques, puisque tout ce qui est données liées aux entreprises ne sont pas des données personnelles. Non.
Tac. Au-delà de ces points essentiels de notion et de compréhension du sujet, on a un thème de la protection des données qui est très large. La protection des données a des ramifications qui sont énormes. C'est aussi pour ça que ça peut paraître un petit peu compliqué de prime abord, puisqu'on va avoir des implications juridiques avec la contractualisation qu'on voit là, la responsabilité de traitement qui est vraiment une responsabilité juridique et la base légale également. Mais vous avez aussi des implications techniques de cybersécurité avec, par exemple, les préoccupations de sécurisation et de confidentialité des données. On va se concentrer sur ces 4 points que j'ai évoqués à l'instant, parce que ce sont vraiment les points essentiels à comprendre si on veut avoir une protection minimale, on va dire, des données personnelles. Après, il y a plein d'autres sujets à évoquer, mais on le fera lors d'une prochaine rencontre, je pense. Premier point, alors la responsabilité des traitements. La responsabilité des traitements, c'est ce qui est à la base de tout. Ça doit être défini avant même de collecter les données, avant même d'en faire quoi que ce soit, tout simplement parce qu'un traitement de données personnelles, c'est pas anodin. On collecte des données sur des personnes et il faut qu'il y ait évidemment quelqu'un de responsable, une entité responsable, si, ma foi, des choses arrivaient à ces données-là, si on les perdait, si elles étaient altérées. Et cette question de la responsabilité de traitement peut être un petit peu compliquée. Vous avez 2 régimes de responsabilité de traitement. Le premier, qui est assez classique et assez, disons, le plus répandu, qui va lier 2 entités, une entité qui sera responsable de traitement et une entité qui sera sous-traitant, du coup, qui va traiter des données pour le compte du responsable de traitement. Donc, on a une relation de hiérarchie, en quelque sorte. Et puis, un régime de responsabilité où finalement les 2 entités vont être à égalité et chacune va être responsable au même titre que l'autre par rapport au traitement. Et ensuite, il s'agira de formaliser les responsabilités de chacun. Mais donc, du coup, comment savoir qui est responsable de traitement? Est-ce qu'il y a un sous-traitant? Est-ce qu'il y a un co-responsable de traitement? C'est ardu, c'est une question qui se pose et qui peut se poser longtemps. Et on a quelques petites pistes pour vous aider à essayer de comprendre justement comment s'articule cette responsabilité-là. La première piste, c'est que concrètement, un responsable de traitement, le nom est assez clair, mais on le répète, c'est le responsable. Donc, c'est lui qui va finalement à la fois prendre le risque sur lui, mais qui aussi va avoir la plus grande maîtrise sur le traitement. À la fois parce qu'il va définir la route à suivre et il va définir l'objectif, ce qu'on appelle la finalité dans le monde RGPD. Il va décider de ce qu'on va faire, ce qu'on va chercher à atteindre. Et puis, au-delà de décider ce qu'on va chercher à atteindre, il va décider comment on va réussir à atteindre cette finalité-là. Donc, il va en déterminer les moyens. Le premier moyen étant, évidemment, les données personnelles. Quelles données on va être amené à utiliser pour atteindre cet objectif? Parce que un des principes les plus importants dans le RGPD, c'est ce qu'on appelle la minimisation des données. La minimisation des données, ça veut dire qu'on ne collecte pas juste un gros sac de données en disant on ira piocher après ce dont on a besoin. Au contraire, c'est en amont, on va décider des données précises dont on va se servir, et c'est le responsable de traitement qui décide de cela, et ensuite on pourra collecter. Ça permet de protéger. Derrière, le responsable de traitement, tout ce qui va en découler, il va aussi avoir la maîtrise sur ça, les durées de conservation, qui a accès aux données, l'information qu'il va donner aux personnes dont on collecte les données, et la gestion des droits sur ces données-là. Le troisième point, c'est le point du contrôle le plus fort. Et Zineb pourra illustrer tous ces petits points parce que je vous en parle de manière assez conceptuelle, mais elle pourra rester un peu plus dans le métier. Je vais juste dire le dernier petit point qui est le contrôle le plus fort sur le traitement. À la fois le contrôle dans le sens l'entité qui a une position de contrôle d'audit sur l'autre, une position d'instruction, c'est-à-dire que c'est une entité qui va donner l'ordre de faire quelque chose, ou dans l'autre sens, un contrôle via l'expertise. Ce qui peut du coup rebalayer un petit peu les cartes quand, par exemple, pour l'entité qui aurait pu être sous-traitante a une expertise très forte. Donc, plus concrètement, pour rebondir sur ce que Laura vient d'évoquer, donc toute la théorie du qualité du traitement, pour prendre un exemple très simple, dans le cas d'une sous-traitance de la gestion de paie, donc le gestionnaire de paie est soumis aux conditions donc, du client pour gérer en fait ces données RGPD. Donc, il lui impose ces conditions et ses spécificités parce qu'il gère des données sensibles. Donc, dans une gestion de paie, pardon, on a l'ID, on a la photo, on a le nom, le prénom, l'adresse. C'est des données à qualité RGPD. Donc, leur conservation et leur traitement est soumis à des conditions et à un poids en fait, de gestion qui est imposé par le client.
Là où c'est moins clair, où il y a une nuance, c'est quand, par exemple, on est sur un audit contractuel, donc on va contracter un cabinet d'audit pour certifier les comptes. L'auditeur est tenu justement au secret professionnel, mais au cours de ses diligences, il manipule des données à caractère RGPD. Là, on est sur de la co-responsabilité. On ne peut pas, il n'y a pas de pas, dans la lettre de mission, il n'y a pas il y a pas de définition de protection de données RGPD, mais on estime que donc un commissaire aux comptes ou un expert comptable, pardon, il a suffisamment de maturité dans ces sujets et justement, il va le faire sans pour autant avoir un contrat qui va détailler la manière dont il doit gérer en fait le traitement de ces données à caractère RGPD. Voilà, pour faire la nuance. Je précise tout de même que c'est quand même important, même en cas de co-responsabilité, d'avoir une mention RGPD qui permet de donner la responsabilité, de répartir les responsabilités en fait. On peut choisir de dire que les deux entités soient à égalité et gèrent toutes les deux les mêmes points. En revanche, ça peut être différent. On peut décider que sur ces données-là, les informations données aux personnes concernées seront le fait de telle entité A, et puis l'entité B se chargera d'un autre aspect de la relation sur les données personnelles. Alors bravo, là vous avez toutes les clés en main pour savoir qui est responsable de traitement, donc c'est déjà beaucoup, c'est déjà une très très belle part du travail. La deuxième question à se poser avant de lancer un traitement, c'est concrètement, est-ce que mon traitement va être légal? C'est une bonne question, c'est une question très importante à se poser, vous l'imaginez bien quand on parle de RGPD, de règlement général sur la protection des données personnelles. Alors, ce qui va permettre de rendre votre traitement légal et légitime, c'est ce qu'on appelle la base légale. C'est sur ça que vous allez baser votre traitement. C'est un outil juridique qui vient vous permettre de justifier, en cas de contrôle, en cas de problème, que vous aviez bien le droit de réaliser ce traitement-là. Les bases légales sont au nombre de 6. Certaines sont assez évidentes quand on a parlé déjà de consentement, donc on a pu comprendre ce que ça voulait dire. Mais quand on parle d'obligation légale ou d'intérêt public ou de mission de service public d'intérêt vital, bon, c'est assez clair, on voit à peu près où ils veulent en venir. L'intérêt légitime, c'est un peu plus compliqué. Il y a l'idée de l'intérêt de l'entreprise. J'ai intérêt à faire ça pour mon activité parce que voilà. Et le côté légitime arrive à partir du moment où on est sûr que cet intérêt de l'entreprise et ce traitement ne vient pas faire porter de risque sur la vie privée des personnes. À partir du moment où la vie privée des personnes est protégée et n'est pas mise en risque par cet intérêt, on estime que l'intérêt de l'entreprise est légitime. Et la 6e base, qui est celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'exécution du contrat. Et qu'est-ce que ça veut dire l'exécution du contrat? C'est que dans le cadre d'une relation contractuelle, on va être amené à traiter des données pour réaliser un service, pour fournir un bien, pour réaliser une prestation. Et c'est à partir de ce traitement qu'on va pouvoir réaliser le contrat. Donc, par exemple, chaque employé est responsable du traitement des données de ses salariés. Donc, la base légale ici, c'est le contrat de travail, l'exécution du contrat de travail et parfois une obligation légale aussi. Donc, quand il s'agit de gestion de formation, par exemple. Ensuite, on a le cas où on est sur de la sous-traitance. Donc, notre base légale, c'est la lettre de mission. Donc, l'exécution du contrat qui est, dans le cas de la sous-traitance, appelée une lettre de mission qui nous oblige à gérer ces données RGPD. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser. On traite de sujets un petit peu juridiques et un petit peu lointains de la réalité opérationnelle. N'hésitez pas, on est là pour ça. Le 3e point qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est la contractualisation. Alors, il est très important de contractualiser ces sujets de protection des données personnelles et de conformité au RGPD. En revanche, il y a beaucoup de clauses qui existent, des clauses toutes faites. C'est plus du tout nécessaire de créer une clause de zéro. Il suffit de les adapter. C'est pour ça que aujourd'hui, ce qu'on voudrait voir avec vous, c'est au-delà des choses qui sont à mettre dans les mentions,
c'est aussi les choses à avoir en tête, ces obligations-là qui résultent de cette contractualisation et qu'il faut avoir en tête lorsqu'on agit notamment en tant que sous-traitant, ce qui est le cas souvent des cabinets d'expertise comptable et commissaires aux comptes. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour être en règle avec la protection des données personnelles? Le premier point, et on l'a dit plein de fois, donc je ne vais pas en parler de manière trop longue, c'est le fait que vous n'agissez que sur instruction du client. Ça a son importance. C'est logique quand on exécute une mission auprès d'un client. De toute façon, on fait ce qu'il nous demande. En revanche, ça a son importance sur les données personnelles parce que légalement, la responsabilité du responsable de traitement est engagée. Donc, si en tant que sous-traitant, finalement, on fait quelque chose qui n'est pas prévu dans le contrat, qui n'a pas été demandé par le client et qui s'avère être en plus non légitime et illégal, on met non seulement sa responsabilité en cause, sa relation contractuelle en cause, mais en plus la responsabilité de son client. Donc, il y a beaucoup d'implications. Donc, par exemple, dans le cas du recrutement, il faut faire attention à la gestion des données RGPD. Même si on ne fait pas suite à tous les candidats, mais on a leurs coordonnées, leurs photos, les informations sur leur vie professionnelle et personnelle. Il faut vraiment faire attention à la gestion de ces données. Le deuxième point, c'est que certes, vous n'agissez que sur instruction de votre client, mais ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement passif dans la relation et que vous recevez de l'information. Au contraire, le client peut vous demander de faire des actions sur les données personnelles avec sa vision de son SI, de sa réalité de la protection des données, sans avoir forcément de retour sur votre situation, la situation de votre SI, de votre organisation. Et donc, si vous constatez que cette demande-là peut mettre en danger votre niveau de conformité au RGPD et votre niveau de protection de la donnée, c'est de votre devoir aussi de remonter cette information à votre client, de le prévenir et de l'avertir que finalement, sa demande n'est pas tout à fait sans conséquence. Le troisième point qui va avec le quatrième point, ça s'enchaîne, c'est la question de la sécurité des traitements et de la confidentialité. C'est évidemment clé puisque tout le principe du RGPD, c'est de se dire que on peut collecter des données personnelles sur les personnes, mais notre engagement et notre responsabilité en tant qu'entité qui va traiter des données, c'est de s'assurer que cette personne concernée n'aura aucune conséquence négative sur sa vie privée. Et donc forcément, la sécurisation passe par des mesures techniques. Donc ça peut être du chiffrement, ça peut être et d'éviter le cloud parce que c'est un peu plus ouvert que des stockages plutôt locaux. Ça peut être de mettre en place des coffres-forts virtuels. Il y a plein de mesures techniques, mais ces mesures techniques ont finalement moins de sens si on ne les accompagne pas de mesures organisationnelles. Mesures organisationnelles dans le sens habilitation, par exemple. Donc, on a des espaces qui sont sécurisés et on fait en sorte qu'ils le restent en habilitant le moins de personnes possible, ou en tout cas seulement les personnes qui ont besoin vraiment d'avoir accès aux données. On n'ouvre pas comme ça à 80. Et puis, ça peut être aussi des mesures organisationnelles de sensibilisation et de formation, ce qui nous amène à la confidentialité, qui n'est pas seulement une question de clause, mais qui est aussi une question de culture, de compréhension et d'accompagnement. L'idée, c'est vraiment que toutes ces mesures techniques-là, tous ces murs-là n'ont aucun sens si finalement les personnes qui sont amenées à les faire respecter, qui sont amenées à les respecter elles-mêmes, n'ont pas les bonnes armes finalement pour comprendre et pour appliquer ces mesures-là. Donc l'idée, c'est que la sécurité des traitements, il y a évidemment des questions de cybersécurité, il y a évidemment des moyens à mettre en place, mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement à mettre en place pour les collaborateurs. Le point suivant, organiser la chaîne de sous-traitance rapidement. Si vous avez besoin d'avoir recours à un autre sous-traitant pour agir pour vous, c'est tout à fait possible. En revanche, il faut de toute façon signifier cela à votre responsable de traitement et le soumettre à sa validation. Parce que, encore une fois, c'est sa responsabilité qui est engagée. Et étendre la chaîne de responsabilité, c'est aussi étendre le risque, aussi étendre les potentielles portes ouvertes sur la donnée personnelle. Et donc, évidemment, s'il y a de nouvelles portes, mais que le responsable de traitement n'en a pas conscience, il ne peut pas s'assurer qu'elles soient bien fermées. Donc, et si derrière une des portes n'est pas bien fermée, il pourra se retourner déjà contre vous et la CNIL pourra se retourner contre lui. Donc, personne ne sera très heureux dans cette histoire, concrètement. Ensuite, rôle actif lors d'une violation de données, on retrouve un petit peu cette idée de devoir de conseil et d'assistance aux responsables de traitement. Le fait est que les violations arrivent, on a beau mettre en place des mesures techniques, des mesures organisationnelles, la réalité de l'univers cyber est telle que ça évolue tous les jours et que donc ces murs peuvent parfois ne pas être suffisants. Et s'il s'avère qu'une violation de données est repérée sur vos serveurs, dans vos bases,
il est très très important d'être capable de la repérer rapidement, donc d'avoir des procédures en interne pour pouvoir repérer rapidement les potentielles failles et également collecter le plus d'informations possible sur cette faille-là, sur cette perte de données, sur cette altération de données le plus rapidement possible pour le remonter à votre responsable de traitement parce que lui-même a la responsabilité de signifier cela à la CNIL sous 72 heures. 72 heures, ça peut être très très court quand on a une centaine de sous-traitants, quand on a, un univers de données qui est très étendu et où les informations ne sont pas toujours faciles à trouver. Donc justement, il faut vraiment faire attention à l'usage des clés USB, des serveurs externes, du stockage cloud. Il faut être vigilant par rapport à leur usage et justement notifier dire aux salariés de notifier à chaque fois qu'il y a une violation aux responsables et au directeur compliance. Les derniers points, c'est vraiment aussi en lien avec votre relation avec votre client. On l'a dit tout à l'heure, le responsable de traitement a un contrôle sur le traitement et ça va avec la question de l'audit. Lorsque vous contractualisez avec un client, vous garantissez que les données qu'il va vous partager seront protégées au même titre que si elles étaient chez lui. Donc, vous lui donnez un certain nombre de garanties et c'est du fait de sa position dans son droit de vérifier que ces garanties-là sont bien effectives. Et s'il ne le fait pas, d'ailleurs, sa responsabilité peut être mise en cause en cas de faille. Et le dernier point qui a son importance, parce qu'autant bien finir quand on a bien commencé une relation contractuelle, c'est lorsque finalement la prestation arrive à sa fin. L'idée, c'est que, on l'a vu, le traitement de données personnelles repose sur la contractualisation. Et la relation entre un responsable de traitement et un sous-traitant repose sur la contractualisation. Donc forcément, lorsque ce contrat arrive à sa fin, il n'y a plus de contrat pour encadrer cette relation-là, alors il n'y a plus de légitimité pour traiter les données. Et donc, il n'y a plus non plus de légitimité à ce que vous conserviez les données de votre client sur vos serveurs. Donc, il y a deux solutions. Soit votre client a demandé à recevoir l'intégralité des données que vous aviez, donc vous lui communiquez et ensuite vous les supprimez de vos bases, ou il les a déjà, peu importe, et donc vous les supprimez directement. Un dernier petit point avant un petit point d'actualité et ensuite les questions. L'idée de la confidentialité, c'est aussi des bonnes pratiques à avoir, des bons réflexes à avoir. Donc ça va avec la sensibilisation, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est aussi au quotidien, voilà, avoir les bons réflexes. La première idée, c'est le respect des finalités. Donc l'idée, c'est que le responsable de traitement a dit que nous allions faire ça, donc tout à l'heure. Il a dit qu'on allait faire ça comme ça. Et faire autre chose que ce qui a été communiqué au client, c'est finalement se mettre en illégalité. C'est mentir au client, c'est tromper le client, et c'est puni très sévèrement par la CNIL. C'est en ça qu'il faut vraiment respecter les finalités qui ont été définies en amont, et ne pas se dire finalement j'ai collecté ces données-là, je les ai collectées pour faire A, mais j'ai besoin de ces données-là pour faire B, je vais les réutiliser, de toute façon je les ai déjà. Non, on va prévenir le client qu'on va faire B, et on va faire les choses comme il faut, c'est beaucoup mieux. Ensuite, le deuxième point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est ce qu'a dit Zineb tout à l'heure, la question des clés USB, la question des stockages externes. Le plus de copies sont faites des données personnelles, le plus de portes ouvertes, potentiellement ouvertes ou mal fermées il y a. Et lorsque derrière, on doit aider son client, par exemple, à réaliser une demande d'effacement de la part d'un de ses salariés d'entreprise ou d'un de ses clients qui ne veut plus avoir affaire à lui, je ne sais pas. Notre obligation de l'aider et de supprimer les données aussi sur nos bases est rendue bien plus difficile par le fait d'avoir une démultiplication des copies de ces données-là. Et troisième point, et ensuite je pourrais laisser Zineb nous parler du sujet d'actualité, c'est l'utilisation de moyens de communication sécurisés lorsqu'on échange des données. C'est évidemment nécessaire d'échanger des données. Vous avez l'obligation d'échanger avec votre client, il vous en envoie, vous lui envoyez, c'est normal, c'est la vie quotidienne d'une entreprise. Il y a des outils qui existent pour échanger de manière sécurisée, avec du chiffrement en flux, en base. C'est très beau et c'est très bien. En revanche, ce n'est pas toujours possible au quotidien, de manière opérationnelle. Et vous dire d'utiliser un outil comme ça, ce serait assez injuste et assez déconnecté de la réalité, je pense, du quotidien. Le fait est qu'il y a des moyens plus simples pour garantir le plus possible, selon vos moyens, la protection de vos données personnelles lors d'un envoi.
La première idée, c'est que quand vous envoyez un fichier, un dossier, vous avez la possibilité de le chiffrer et d'y mettre un mot de passe. Et lorsque vous l'envoyez par email, ne mettez pas le mot de passe dans l'email pour que la personne n'ait pas la carte bleue et le code en même temps s'il intercepte cet email-là. Communiquez le mot de passe par téléphone, par SMS, dans un autre email. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas mettre la clé avec le coffre-fort. Et si vous pouvez en plus chiffrer le mail, c'est fantastique. On a une double sécurisation et vous mettez tout ce qui est en votre pouvoir. Finalement, vous mettez en œuvre tout ce qui est en votre pouvoir pour montrer à votre client déjà que vous avez conscience de la sensibilité de ces données et protéger la sensibilité des données qu'il vous remet. Donc, un point d'actualité sur la période de crise Covid-19 et les enjeux qui sont liés à la gestion des données RGPD, à caractère RGPD. Donc aujourd'hui, la priorité des entreprises, certes, est d'assurer une continuité d'exploitation et une activité qui est des chiffres hauts, etc. Mais on oublie souvent que aujourd'hui, une grande partie des effectifs, elle est en télétravail. Une autre partie aussi peut être en activité partielle. Donc, on est amené à gérer des effectifs à distance. Et donc, ces effectifs, ils ont accès à des données confidentielles et personnelles, donc via leurs outils informatiques, donc les PC portables, justement. Et donc, il faut doubler de vigilance pour mieux gérer cette crise et aussi cette crise RGPD. Donc, premier réflexe, c'est de respecter la charte informatique de l'entreprise. Donc, soyez vigilants sur ce point. Utilisez vos équipements ne pas utiliser vos équipements personnels, mais utilisez plutôt les équipements qui sont fournis et contrôlés par l'entreprise. Ne laissez pas les enfants ou une personne tierce accéder à vos téléphones portables et à vos PC portables, donc fournis par l'entreprise. Pour avoir justement un meilleur contrôle de l'information et de la data. Les réflexes, c'est respecter la charte, respecter la sécurité, les règles de sécurité informatique, gérer vos risques, donc que ce soit justement les clés USB, le stockage, les tentatives de piratage aussi. Pour justement assurer une transparence vis-à-vis de votre employeur et aussi pour vous, pour vos données, pour être en normes et respecter donc les règles de compliance de votre structure. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions. Maud, est-ce qu'on a des questions? Alors, j'en ai noté deux, moi, qui m'ont été posées pour vous. Merci, mesdames. Donc, la première, est-il possible d'avoir plus de détails sur le registre des traitements? Je pensais en effet qu'il y avait des dérogations pour les petites entreprises. Alors, on a quelqu'un qui est très observateur, puisqu'en effet, on a la question du registre de traitement ici. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Le registre de traitement, en effet, il y a des dérogations pour les organismes de moins de 250 salariés. En revanche, ces dérogations sont vraiment minimes. On imagine qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un registre si il faut quand même y inscrire les traitements qui sont récurrents et les traitements qui impliquent des données sensibles. Mais je n'ai pas défini ce qu'était le registre de traitement, donc ce n'est pas tout à fait clair, j'imagine. Le registre de traitement, c'est concrètement ce qui permet de faire la liste, pour être beaucoup plus trivial, la liste des traitements de données personnelles qui sont effectués au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise. Ça doit être exhaustif et ça doit être vraiment une photographie au moment M, à la date, au jour J, de ce qui est fait avec les données personnelles au sein de l'entreprise. Donc, pour les organismes plus petits, de moins de 250 salariés, c'est vraiment tout ce qui va avoir attrait à la gestion RH, les traitements qui sont récurrents de la gestion du personnel, tout ce qui va avoir lieu autour des données sensibles, de santé, je pense notamment, doivent être inscrits absolument dans le registre. Donc, il y a des dérogations, mais en réalité,
il faut quand même tenir un registre. Et c'est intéressant de tenir un registre parce qu'on voit beaucoup le RGPD, la protection des données, comme une contrainte. En réalité, c'est aussi une opportunité, puisque c'est une manière aussi d'avoir une vision très claire des données qui sont possédées par l'organisme, par l'entreprise, de ce qui en est fait. Et donc, forcément, avec une meilleure maîtrise, on a une meilleure exploitation et une meilleure valorisation des données. Donc, c'est en cela que le registre est intéressant. Très bien, merci. Et la seconde question qui a été posée, justement, qu'en est-il des données personnelles qui ne sont pas sous un format informatique? C'est une très bonne question. On parle beaucoup j'ai beaucoup parlé de sécurisation, de cybersécurité. Donc, évidemment, aujourd'hui, les données personnelles sont beaucoup dématérialisées. On a beaucoup de bases de données là, mais on a aussi beaucoup de papier, notamment dans la fonction RH, dans la gestion de la paye. On a beaucoup de papier. Et ils sont concernés au même titre par le RGPD que le sont les données dématérialisées. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on parle d'habilitation, c'est assez facile d'imaginer de mettre des habilitations informatiques pour ne pas avoir accès aux données sur certaines bases de données, mais il y a aussi des habilitations pour avoir accès au papier. Et donc, pour protéger les documents papier qui ont des données personnelles, il faut les mettre sous clé lorsqu'ils peuvent être accessibles, archivés en n'étant pas accessibles si vraiment on est sur de l'archive intermédiaire et que personne n'a vraiment besoin d'avoir ces dossiers, on les garde en cas de litige, en cas de besoin, sous certaines conditions. Mais même les données personnelles dont on se sert tous les jours, il faut vraiment faire en sorte qu'elles soient protégées sous clé et que peu de personnes aient accès à la clé. Uniquement les personnes qui ont besoin d'agir. Donc les papiers, les données physiques, les données personnelles physiques sont aussi à protéger au même titre que les données dématérialisées. Très bien, merci Laura. On va pouvoir du coup conclure ce webinaire. Je vous remercie tous de votre participation. N'hésitez pas à nous rendre visite sur le stand Aesio. Des conseillers sont présents tous les jours afin de vous accueillir. Un jeu concours interactif est également organisé. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous souhaite une belle journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.